On va poursuivre sur ces enjeux d'atténuation donc avec Émilie Adouard, qui est ingénieure chef de projet environnement à l'IFV et qui va nous présenter l'utilisation de l'évaluation de l'empreinte carbone dans le cadre des itinéraires viticoles dans le cadre d'un projet. Donc Émilie, est-ce que peux-tu nous dire l'utilisation de l'empreinte carbone dans le cadre d'un programme et quels sont les éléments qui sont vraiment pris en compte dans cette évaluation ? Oui, donc je vais vous parler présenter des travaux qu'on a conduits dans le cadre du projet Adviclim qu'a cité Nathalie en introduction. Et donc dans le cadre de ce projet, on a réalisé une empreinte carbone uniquement à l'échelle de la parcelle viticole. Et Pierre parlera du bilan carbone, mais plus à l'échelle de la filière, de manière plus globale. Nous, on a fait un focus sur les pratiques viticoles. Mais donc, dans une empreinte carbone, on mobilise l'approche cycle de vie qui calcule à la fois, prend en compte à la fois les émissions générées directement à la parcelle par la combustion de carburant, les émissions générées par les fertilisants, mais également les émissions indirectes générées par la production et le transport des intrants, des équipements et des outils nécessaires à la production viticole. Et effectivement, quelle est la part de ces émissions indirectes dans ces pratiques ? Elles sont pas majoritaires, mais elles sont significatives. Donc, vous avez ici le graphique des résultats sur les 15 parcelles de Saint-Émilion pour lesquelles on a recueilli de la donnée primaire. Et donc, on a divisé chaque bâton de l'histogramme entre les émissions directes et indirectes de ces parcelles. Et on voit qu'à chaque fois, elles sont significatives, donc entre 23 et 43% des émissions totales par parcelle. Donc, on constate une forte variabilité de l'empreinte carbone totale de chaque parcelle, mais à chaque fois, ces émissions indirectes sont quand même importantes à considérer. Et elles sont principalement dues, dans ces cas-là en tout cas, au palissage, puisque c'était à chaque fois un palissage métallique. Et quelles sont les autres applications de cette méthode au-delà du simple diagnostic ? Donc c'est un outil diagnostique où on peut aussi considérer la répartition aussi par type d'intervention et constater que la gestion du sol et la gestion des maladies constituent une part très importante des émissions totales. Mais aussi c'est un outil prospectif où on peut faire des scénarios de changement de pratique et de changement d'équipement dans un but d'atténuation. Donc rechercher quelles sont les pistes d'atténuation les plus efficaces vis-à-vis du changement climatique, mais également faire des scénarios pour vérifier si les pistes d'adaptation que l'on met en place ont vraiment des effets positifs aussi sur le changement climatique. Et si on cherche bien à endiguer ce phénomène en même temps que l'on cherche à s'y adapter. C'est aussi je termine là-dessus, c'est un indicateur qu'il est important de combiner avec d'autres indicateurs d'analyse de cycle de vie, donc qui a aussi cette approche émissions directes et indirectes, mais sur d'autres impacts environnementaux comme l'impact sur les écosystèmes, le prélèvement de ressources, l'appauvrissement des ressources, etc., pour vérifier qu'on n'engendre pas des déplacements de pollution en s'adaptant et en atténuant le changement climatique. D'accord, merci beaucoup. On poursuit, merci Émilie, on poursuit avec Christophe Gaviglio, ingénieur chef de projet à l'IFV sur la mécanisation du vignoble, et on va voir l'exemple de la consommation de carburant et l'impact notamment des matériels de traction dans le cadre de l'impact carbone également de ces pratiques. Merci. Donc la première question, c'est celle que tout le monde se pose, c'est quelle est l'opération la plus gourmande en énergie ? Alors merci. Effectivement, cette question, on peut se la poser et ça permet de cadrer un petit peu les choses, d'avoir des chiffres repères en tête, hein, sachant que l'agroéquipement, c'est quand même 26% des consommations de carburant en agriculture. Et à l'échelle d'une exploitation viticole, par exemple, donc le GNR, le gasoil non routier, c'est 60% des consommations d'énergie directe sur l'exploitation. Donc effectivement, le matériel qu'on utilise
pour les opérations viticoles, a un rôle non négligeable dans les émissions directes. Alors, instinctivement, on va dire tout de suite que le pulvérisateur, c'est peut-être le matériel, et donc les traitements sont finalement les opérations les plus gourmandes en énergie, effectivement, puisque souvent, le pulvérisateur, c'est le matériel le plus limitant en puissance demandée, en puissance instantanée demandée, parce qu'il est très gourmand à la prise de force pour générer beaucoup d'air pour assurer une bonne pulvérisation. Or, en fait, on peut regarder les chiffres dans les détails. Alors, pour établir vraiment l'opération la plus gourmande, il faut regarder non seulement la puissance directe demandée sur le moment, et là, pour le coup, le pulvérisateur, on a des chiffres jusqu'à 15 litres par heure en consommation instantanée. Mais si on regarde en consommation par hectare, en fait, on va quasiment diviser ce chiffre par 2, puisque un traitement par hectare, c'est relativement rapide, parce qu'on traite plusieurs rangs à la fois, et puis parce qu'on a une vitesse de travail assez élevée. Inversement, on va avoir des matériels qui sont relativement peu gourmands sur le moment. Sur les intercepts, on peut être sur des valeurs nettement inférieures, de 2 à 7 litres par heure. Mais par contre, on va passer énormément de temps par hectare, parce que les vitesses de travail sont faibles. Et puis parce qu'on va multiplier les interventions, donc ramener à l'année, on peut avoir des consommations très importantes. Donc il n'y a pas une opération, mais il y a plutôt finalement des stratégies qui déterminent finalement des consommations plus ou moins importantes en fonction des opérations viticoles. Et donc quels sont ces leviers pour réduire ces émissions de carbone ? Alors effectivement, si on aborde les leviers pour réduire les émissions directement liées à la consommation de carburant, pour moi, j'en vois trois grandes catégories. Donc, tout ce qui est pratique et technique. On va remettre dedans le raisonnement des interventions, c'est-à-dire faire 2 interventions plutôt que 3. Celle qu'on n'a pas fait, c'est une économie directe. Il y a tout ce qui est réglage du matériel, qui a une forte incidence sur la consommation sur le moment. Il y a l'entretien général du matériel, qui va faire qu'on est plus efficient avec le matériel quand on l'utilise. Il y a tout ce qui est combinaison de matériel, qui va faire qu'on va gagner une intervention quand on combine du travail sous le rang ou de la tonte avec du rognage, par exemple. Tout ce qui est éco-conduite, pourquoi pas. J'y reviendrai. Il y a tout ce qui est structurel, les changements structurels au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire un changement d'équipement pour choisir un matériel un peu moins gourmand en énergie, des choix beaucoup plus engageants en termes de mode de conduite, de mode de gestion du vignoble. On l'a déjà abordé pour d'autres sujets tout à l'heure. Tout ce qui est densité de plantation aussi, qui peut permettre de gagner du temps avec l'utilisation des matériels, puisque dans des densités de plantation faibles, en fait, on gagne énormément de temps par hectare. La troisième grande catégorie de leviers, c'est les leviers technologiques, c'est-à-dire utiliser des motorisations plus efficientes, voire des changements en termes de motorisation, allez, pourquoi pas sur l'électrique. Tout ce qui est technologique au niveau monitoring du vignoble, pour faire des interventions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus pertinentes, en utilisant moins d'intrants, avec la modulation du travail, et peut-être un levier un peu plus lointain qui est l'utilisation de la robotique. Alors je vais faire un focus sur quelques-uns de ces points-là, puisqu'on ne va pas avoir le temps de tout détailler. Je vais donner quelques points de repère en termes d'économie possible avec les réglages, avec l'équipement, avec la motorisation. Alors, si on fait un focus sur les réglages, il y a le mode économique de la prise de force. Pour ceux qui utilisent le tracteur, c'est jusqu'à 30% d'économie. 30% d'économie, mais quand on a un tracteur puissant, puisque quand on a un tracteur un peu limité, de toute façon, on va avoir besoin de toute la puissance. Si on a une réserve de couple sur le moteur, alors à ce moment-là, on peut faire des économies importantes. La profondeur de travail quand on travaille le sol, c'est un levier extrêmement important, jusqu'à 50% d'économie. Quand on est bien adapté par rapport à l'objectif de travail. Si on est simplement en désherbage, inutile d'aller chercher la profondeur. Donc là, jusqu'à 50% d'économie. La vitesse d'air en pulvérisation, on sait que sur les premières interventions, quand on n'a pas beaucoup de feuillage à remuer pour amener la bouillie au cœur de la végétation, on peut utiliser des vitesses d'air inférieures sur les matériels. C'est souvent un point de réglage qui est négligé. C'est jusqu'à 30% d'économie sur les premiers traitements. Et puis la vitesse de travail, qui est un facteur majeur de baisse de consommation par la consommation par hectare. Bien sûr, ça doit rester compatible avec la qualité, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus en vitesse de travail. Deuxième focus sur l'impact du choix de l'équipement, avec 3 exemples, c'est-à-dire pour le même objectif de travail. C'est-à-dire pour effeuiller, on va pouvoir utiliser des effeuilleuses qui consomment de 4,6 à 9,3 litres par hectare. Bon, c'est des exemples dans nos mesures, mais ça montre un petit peu
la palette, la plage de consommation qu'on peut avoir pour un même objectif de travail en fonction d'un choix de technologie différent, tout simplement. Pareil pour les intercepts, de 2 litres par hectare jusqu'à 12 litres par hectare avec les outils les plus gourmands. Alors évidemment, le travail réalisé n'est pas exactement le même, mais quand on peut utiliser les outils les moins gourmands en entretien, c'est une option qu'il ne faut pas laisser de côté. Puis les pulvérisateurs avec voilà, jusqu'à 18% d'écart en début de saison entre pneumatique et jet porté. Et finalement, est-ce que c'est pas les robots électriques qui vont remplacer le tracteur? Alors, ce qu'il y a derrière cette question, Christophe, c'est la place finalement de l'énergie électrique, voilà, dans l'agroéquipement. Aujourd'hui, on peut se poser la question, quelle est la place du tracteur électrique, quelle est la place des robots qui sont aujourd'hui majoritairement électriques, qui font un petit peu de place à l'hybride maintenant, hein. C'est intéressant à aller voir sur le salon, tant qu'on y est. Ce qu'il y a derrière, en fait, c'est les émissions directes sur le moment. C'est-à-dire quand on utilise de l'énergie électrique, surtout avec le mix énergétique français, hein, on diminue pas mal les émissions de gaz à effet de serre. Reste le problème de la batterie. Hein, un tracteur électrique comme le Fendt i100, alors qui n'est pas encore commercialisé, hein, qui a une puissance de 50 kW, ce qui est pas mal, il embarque une batterie en fait de 100 kWh. C'est à peu près 2 fois la batterie d'une Zoé électrique qui a 400 km d'autonomie, et on va pouvoir travailler 5 heures avec. Hein. Donc c'est pas mal, mais ça pose la question quand même des émissions liées à la fabrication de la batterie. Et donc du temps d'utilisation de ce tracteur pour finalement avoir les économies par l'usage. Idem sur les robots, hein, même problématique puisque c'est des batteries lithium. Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est prometteur parce que pour le coup, avec les robots, les puissances en jeu sont moindres, donc on n'a pas besoin des mêmes capacités de batterie. Et donc on est peut-être sur des façons un petit peu plus légères, un petit peu moins gourmandes en énergie. Voilà, il faut aller les voir, c'est en train de se développer et ils sont là sur le salon.